Donc, voici nos invités. Je vais vous demander encore une fois de prendre place et de les accueillir chaleureusement. Je commence par Mme Emmanuelle Parent, docteure en communication, cofondatrice et directrice générale du Ciel. Bienvenue, Mme Parent. Madame Magali Dufour, chercheure, professeure agrégée au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Merci d'être avec nous, Madame Dufour. Et pour terminer ce beau panel, je vous demande d'applaudir et d'accueillir Olivier Laquinte, président de Talsom. Bienvenue parmi nous. Je suis vraiment ravie de vous avoir avec nous sur le panel aujourd'hui. Je vais vous lancer un défi en commençant, c'est de vous présenter en moins de 5 minutes. Je vais commencer avec vous, Monsieur Laquinte. Bien, merci beaucoup, bonjour. Merci de l'invitation, c'est très apprécié. Donc, Olivier Laquinte, président fondateur de Talsom. Dans un premier temps, je dois dire que je suis un petit peu intimidé à être sur la scène avec deux doctorantes. Je me sens un peu comme le cancre de l'école. Ça me ramène à ma jeunesse. Mais donc, Talsom, une firme de conseil en management technologique que j'ai fondée il y a maintenant 15 ans. Je travaille principalement avec les organisations, les aide à évidemment devenir plus productifs à l'aide de la technologie, notamment à travers la gestion du changement et donc en aidant les gens à mieux travailler et intégrer la technologie. Dans ma vie personnelle, évidemment, le sujet me touche parce que j'ai 2 enfants, donc une fille de 15 ans, un petit garçon de 5 ans. Donc, j'ai 2 spectres, en fait, de l'utilisation des réseaux sociaux et de la technologie. Alors, voilà pour moi. Merci. Madame Dufour. Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis vraiment honorée d'être avec vous aujourd'hui. Magali Dufour, je suis professeure à l'UQAM et psychologue. Enfin, moi, je suis venue parler un peu de mes travaux, donc je pense que c'est un peu pour ça. Comme étant psychologue, je m'intéresse beaucoup si on parle du continuum de l'utilisation, donc à ceux plus en difficulté. Donc, tous mes travaux ont été d'abord pour essayer de les décrire. Donc, on a vraiment regardé chez des jeunes au secondaire pour décrire leur utilisation, pour essayer de détecter qui sont ceux qui ont des problèmes. Et présentement, on a un magnifique projet qui s'appelle Virtua, qui est subventionné notamment par le MSSS pour développer les traitements partout au Québec pour aider ceux en difficulté. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup au spectre peut-être un peu plus sévère dans les difficultés. Et on s'intéresse dans mon équipe à l'ensemble des applications. Donc, oui, il y a les réseaux sociaux, mais beaucoup aux jeux vidéo, aux e-sports. Donc, on a différents projets de recherche qui vont s'intéresser donc à l'ensemble des applications pour avoir comme une sorte de notion de qu'est-ce qui ne va pas et est-ce qu'il y a une application qui est avec laquelle la personne est le plus en difficulté. Bien oui, c'est super pertinent dans le contexte actuel. Madame Parent, c'est à vous. Oui, merci. Super contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, oui, moi, j'ai fait un doctorat en communication sur l'utilisation des réseaux sociaux, particulièrement chez les ados. Et puis, plus récemment, en mars, j'ai publié un essai vulgarisé des résultats de mes discussions avec eux. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus après le panel c'est comment qu'ils vivent les réseaux sociaux de leur parole à eux. Je suis aussi enseignante à l'Université de Sherbrooke au sujet des enjeux sociaux du numérique. Et finalement, et surtout, je suis cofondatrice et directrice générale du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, qu'on appelle le CIEL, le petit acronyme. Puis le CIEL, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on développe depuis 2020, appuyé notamment par le ministre de la Santé et des Services sociaux et appuyé aussi par le ministère de l'Éducation, un programme de prévention aux méfaits des écrans. Donc, on va donner des ateliers dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires pour parler avec les jeunes. Puis juste cette année, on a parlé à quasiment 20 000, à 18 000, mais je trouve que ça fait plus beau de dire quasiment 20 000 enfants et ados. Puis j'en ai profité quand j'ai su que je venais ici pour demander aux jeunes « Qu'est-ce que vous voulez que je dise? » Je vais parler à des décideurs, à des personnes qui s'investissent en politique. Quel message avez-vous pour eux? Et surtout les enfants en 4e, 5e année, ils ont la main levée de même, ça shake dans les airs. Donc, puis dans toutes les classes, toutes les classes où j'ai posé cette question-là, il y a quelque chose qui est ressorti pareil en premier. Puis c'est « Madame, dites-leur que mes parents doivent passer moins de temps sur leur téléphone. Partagez-leur des trucs pour
qu'il y ait une meilleure utilisation. Donc, les jeunes, quand on leur demande leur avis, ils disent pas qu'ils veulent plus de temps sur Fortnite, ils nous disent « Les adultes aussi, là, ils devraient avoir des stratégies pour un bon bien-être numérique. » Donc, j'espère qu'on va avoir toute votre attention durant ce panel. Super. Donc, pour la première question, c'est pour vous, M. Laquinte. Moi, je voulais connaître les défis qui sont reliés à la numérisation de notre société, parce que je pense que ça nous interpelle tous. Bien, je pense que si on veut penser aux défis de la numérisation de la société, il faut prendre en considération deux termes, le terme de transformation et le terme de transition. On a beaucoup parlé de la transformation numérique des organisations et de la société dans les dernières années, et cette transformation-là nous emmène à entrer maintenant dans l'ère donc à transitionner dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et cette ère de l'intelligence artificielle-là, évidemment, est arrivée avec, bien, n'est pas arrivée avec, mais on le sait, l'intelligence artificielle, ça fait très longtemps que ça existe. Ça fait un demi-siècle qu'il y a des chercheurs qui y travaillent. Et elle est entrée dans nos vies personnellement sans qu'on s'en rende compte de manière quand même assez rapide au début des années 2010. Maintenant, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, ça a été un choc. Ça a été un grand choc, je pense, un peu pour tout le monde, parce qu'on l'a réalisé, en fait. On a commencé à réaliser qu'est-ce qu'était l'intelligence artificielle, encore une fois générative, et l'impact que ça pouvait avoir. Cette transition-là va nous emmener à avoir, en fait, évidemment, un impact sur la cybersécurité. Je pense que c'est un élément dans lequel, autant dans nos vies personnelles que dans les organisations, évidemment, au niveau gouvernement, on est très sensibilisé. Mais il y a aussi tout un volet d'adaptabilité, en fait, auquel il faut penser, parce que, à l'heure actuelle, l'ensemble des, je dirais, parties prenantes de la société est constamment en situation de rattrapage. On est constamment en train de se mettre à jour sur la technologie. Et un des éléments qui illustre ce volet d'adaptativité-là, ou ce défi d'adaptativité-là, c'est le fait que chaque personne est à la fois un ou une citoyenne, un ou une consommateur, consommatrice, et aussi un employé. Et dans nos vies, la technologie à laquelle on a accès en tant que consommateur ou consommatrice est à des années-lumière de ce qu'on vit comme citoyen ou comme employé. Et donc, ce que ça fait, parce qu'on vit dans les expériences clients, les expériences consommateurs qui nous sont offertes sont fluides, sont instantanées, et sont personnalisés. Puis on va pouvoir le voir, je suis sûr, quand on va parler au niveau des réseaux sociaux. Et donc, ce que ça fait, c'est que quand on arrive dans notre vie de citoyen, dans notre vie d'employé, bien, on s'attend à avoir la même expérience, mais malheureusement, les organisations bien, doivent faire du rattrapage par rapport à ça. Donc, l'adaptativité, ça va être un grand défi des prochaines années. Et évidemment, il y a aussi un volet d'inclusion qui va être très important, parce que la technologie, aujourd'hui, pour être inclus dans la société, il faut être connecté. Et on a souvent tendance à dire, ben, OK, il y a beaucoup de gens où tout le monde utilise l'intelligence artificielle, mais c'est faux, en fait. Il y a une portion de la population qui utilise les technologies, mais il y a une grande portion qui a de la difficulté à utiliser les technologies, autant dans nos organisations, dans la vie de tous les jours. Pensons aux gens qui sont en situation d'illettrisme. Aujourd'hui, on parlait des jeunes, mais pensons aux personnes âgées aussi. Bien, ces gens-là ont de la difficulté à s'intégrer dans la société parce qu'il y a une vitesse à laquelle ça va, et eux ont de la difficulté à s'intégrer là-dedans. Donc, adaptativité à cause de la vitesse des innovations et qu'on va voir, il va y avoir de plus en plus d'innovations, ça va aller de plus en plus vite, et donc ça va être de plus en plus difficile pour tout le monde de garder le rythme, et un grand défi d'inclusion aussi. Donc, ce que vous dites, dans le fond, c'est qu'au niveau de l'adaptabilité des entreprises, il faut aller plus rapidement parce que les jeunes s'attendent à ce qu'ils soient plus avancés, mais de l'autre côté, il faut aussi faire attention aux gens qui sont en train de cheminer dans un apprentissage vers Absolument. cette technologie-là. Il y a un fort volet humain, en fait, dans tout ce volet technologique-là. Et le défi, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas laisser des gens derrière. C'est super intéressant. Avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus?
En fait, moi, j'ajouterais qu'on a un défi d'adaptabilité, mais on n'est pas tous égaux devant la technologie et on n'est pas tous égaux dans l'autocontrôle. Hein, parce que, en fait, la technologie nous a permis finalement d'avoir comme une sorte de buffet à volonté dans ce qu'on a envie de faire. Et là, on parle des défis, je vous dirais, organisationnels, mais il y a aussi des défis personnels pour être en mesure de se dire parfois non, parfois de faire des choix, parfois d'apprendre plus rapidement ou avec plus de difficultés. Et quand on parle d'inclusion, il va falloir aussi réfléchir à des moyens, donc de comment aider les personnes à pouvoir utiliser de façon, je vous dirais, sans méfait. Hein? Donc, parce qu'il y a tout cet aspect-là, on a l'impression quand on propose des solutions que nous sommes tous égaux, que nous sommes tous capables, que ce n'est qu'une question de volonté pour l'utilisation ou pour s'arrêter. Or, ce n'est pas le cas. On n'est vraiment pas tous égaux devant un buffet à volonté. Absolument. Madame Parent. Oui, bien aussi sur la question de l'adaptabilité, c'est super intéressant qu'est-ce que vous nommez. Ce que j'entends aussi de la part des fois des parents, des profs, puis même de certains jeunes, c'est cette impression d'être en retard. Donc, puisqu'on a l'impression que le monde avance vite, puis qu'il faut continuer, bon, c'est quoi, là, c'est Discord, Snapchat, Be Real, c'est quoi la prochaine application? Mais ce qu'on remarque quand même s'il y a un nouveau réseau social, il faut se contrôler de ne pas grimper au rideau parce que même si les technologies avancent très rapidement, les enjeux associés aux technologies, eux, avancent beaucoup plus lentement. Ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas inventé l'intimidation. Nous sommes tous ici allés dans une école avec d'autres ados, avec d'autres enfants. L'intimidation avait quand même lieu. Aujourd'hui, elle prend place dans un nouvel espace. Et si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas sur TikTok, ça va être sur un autre. Il y a des profs peut-être ici qui savent que ça se déroule des fois dans le Teams de l'école. Donc, mettons, approcher le respect chez les jeunes, ça, on est encore capable de le faire, même si ça prend place sur des technologies qu'on a l'impression qui avancent super rapidement. Fait qu'il faut avoir aussi confiance en nos connaissances présentes, même si tout a l'impression d'aller vite. Absolument. Ça part de l'humain, après tout. Mais c'est fou comme la technologie est en train de transformer notre société, puis ce que ça nous impose aussi, mais c'est le fun de regarder les bons côtés, de regarder vraiment le positif. Donc moi, j'aimerais qu'on parle de l'effet sur les jeunes, plus particulièrement de ces technologies-là. Madame Parent, c'est quoi les avantages, puis peut-être un petit brin quand même sur les inconvénients, de la communication en ligne pour nos adolescents? Pour les adolescents, fait que là, on parle de 13 ans, là, plus vers 17-18 ans. Dès que je demande à un jeune, pourquoi est-ce que tu as des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui ressort en premier? C'est le côté social, pour parler avec mes amis, pour en apprendre plus. Donc, il y a le côté social, c'est très important dans la sociabilité, de parler avec ses amis. Je vais parler avec certains amis sur Snapchat. Avec d'autres, ça va être plus sur Instagram. D'autres, on s'envoie plus des vidéos sur TikTok. Donc, quand on ne veut pas laisser notre téléphone de côté, c'est pas nécessairement qu'on veut voir absolument la prochaine vidéo, mais je veux pas manquer le message de mon ami qu'on va en parler le lendemain ou on veut faire un débrief sur ce qui s'est passé. Un peu de la même manière que auparavant, la technologie, c'était le téléphone. On passait nos soirées à parler au téléphone. Oui, moi, c'était MSN, c'était le clavardage. Oui. Donc, ça se reproduit. Un autre avantage, ensuite, c'est celui du développement identitaire et de la découverte. Donc, les jeunes vont apprendre des choses sur eux-mêmes à travers le contenu qui va leur être exposé sur les réseaux sociaux. Il y a des jeunes qui vont dire, « Bien, moi, j'ai appris à me faire une routine de soins. Avant, je brossais mes cheveux. Maintenant, ils sont frisés, ils sont beaux. » Là, je ne parle pas de moi, là, c'était une enfant dans une école primaire. D'autres jeunes vont me dire, bien, j'apprends des choses et ça me donne un sentiment d'appartenance. Donc, à l'école, on rit de moi, par exemple, parce que j'adore les mangas. Mais en ligne, il y a toute une communauté qui m'aide à développer cet intérêt-là. Ou je vis avec une maladie chronique, je vis avec le diabète. Mes amis ne vivent pas ça, je me sens exclue, mais en ligne, là, je vois d'autres expériences comme la mienne. Donc, ça, c'est vraiment les aspects plus positifs qui sont apportés, le sentiment d'appartenance, développement identitaire, explorer des nouveaux loisirs et puis surtout, le côté social. Donc, pour les méfaits, peut-être que je laisserai une experte dans l'utilisation excessive plus en parler. Oui, exactement. Ouais. Je voulais justement me tourner vers vous, Madame Dufour, parce que les géants de la technologie pourraient mieux encadrer l'utilisation des réseaux sociaux pour nos jeunes, mais aussi pour les utilisateurs les plus vulnérables. Je voulais vous entendre là-dessus.
Mais en fait, moi, j'aime bien, je suis très heureuse qu'il y ait ce débat-là, justement, pour comment on veut l'encadrer, qu'est-ce qu'on veut en faire, parce que c'est clair qu'il y a des jeunes vulnérables. On parle des bienfaits, c'est clair qu'il y a plusieurs jeunes. Nous, quand on regarde ceux qui sont très en difficulté, on va parler entre 1 et 3 %. Donc, pour ceux qui ont vraiment besoin d'aide, plus de l'ordre d'une thérapie, donc un peu plus intensive. Et quand on voit ceux à risque, là, nos dernières données, on était plus à 17 et 18 %. Donc, pour ceux qu'on se dit, on aurait comme besoin peut-être d'une intervention, mais pas d'une intervention qui mérite d'aller en psychologie ou qui mérite d'aller en centre de traitement, mais qui va peut-être mériter d'avoir 1, 2 ou 3 rencontres, peut-être dans un autre type de milieu. Et en fait, c'est parfois les bienfaits qui vont un peu comme être, je vous dirais, déviés un peu, comme par exemple la sociabilité. On a vu chez nos jeunes qui avaient un problème avec les réseaux sociaux, beaucoup d'anxiété sociale et beaucoup d'anxiété, ce qu'on va appeler l'anxiété généralisée. Autrement dit, ils vont aller chercher une validation. Et comme il y a déjà donc une difficulté au niveau de je vous dirais, de l'anxiété, eh bien, le réseau social va être utilisé, mais beaucoup trop, avec une perte de contrôle. Donc, on est vraiment, oui, il y a une sorte oui, la socialisation, mais pour des jeunes, je vous dirais, vulnérables, on va donc voir une recherche un petit peu plus grande à ce moment-là. Oui, définitivement. Oui, vous avez quelque chose à ajouter, Mme Parent? Oui, et puis, tu sais, la discussion qu'on a en ce moment, s'il y avait une 5e chaise ici avec un ado, probablement qui serait d'accord avec nous. Nous, ce qu'on voit, c'est dans les classes secondaires, le secondaire 3, 4, 5, les jeunes, ils ne se voient pas comme des victimes des écrans nécessairement, ils se voient comme étant capables de cultiver un équilibre. On entend parler de jeunes qui ont coupé leurs propres notifications, de jeunes qui ont enlevé des applications pour la durée des examens, qui ont ajusté leurs paramètres de confidentialité puis qui sont capables de prendre des mesures pour leur bien-être. Mais Oui, allez-y. Mais en fait, j'aime beaucoup, dans des résultats de recherche qu'on a, moi, je trouve ça assez intéressant parce que j'ai quand même une préoccupation. Je viens du monde de la dépendance. Et puis, vous savez, il y a eu beaucoup de stigmatisation pour les consommateurs, les utilisateurs de drogue, les utilisateurs d'alcool. Et on est très préoccupés en dépendance par la stigmatisation qu'on commence à avoir. Donc, on voit des parents, puis l'enfant utilise la tablette, on va dire « Ah, c'est un mauvais parent ». On a commencé à avoir un jugement sévère envers n'importe qui utilise son écran, donc en dehors quasiment. Et moi, j'ai vraiment pas envie qu'on devienne à juger des gens de l'utilisation parce que ça peut être fait correctement. Et on avait des données avec des jeunes de e-sports, donc qui ont 15-16 ans, qui sont inscrits dans des équipes de e-sports. Puis là, on regardait, est-ce que vous avez pensé avoir un problème? Puis moi, je regarde avec un instrument, est-ce qu'ils ont un problème? Et il y a une énorme différence. Donc, près de 40 % de nos jeunes disaient « je pense avoir un problème avec Internet », alors que dans les faits, quand moi, je regarde avec mon œil de clinicienne, il n'y en a que 5 % Wow. Et donc là, on voit, il y a une culpabilité d'utilisation des jeunes. Et là, je me dis, mais quand on se sent coupable, le désavantage, c'est qu'on n'ira pas demander de l'aide. Et si jamais vous avez un médecin ou un intervenant psychosocial ou même un enseignant qui parle de l'utilisation, si le jeune se sent coupable, il ne dira pas ce qui se passe. Et donc, moi, je trouve ça super qu'on en parle, mais je voudrais juste qu'on soit prudent de ne pas stigmatiser, de ne pas culpabiliser, parce que ça va faire un débat qui va être, où est-ce qu'on va dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et là, on va avoir de la difficulté à aider ceux qui vont peut-être en avoir besoin. Ouais, c'est sûr que c'est important. Puis même comme parents, c'est facile aussi de se sentir coupable, de dire qu'on peut faire mieux dans la gestion du temps d'écran de nos enfants. Mais c'est intéressant de voir à quel point les enfants aussi, les jeunes, peuvent se sentir finalement directement interpellés par ça. Puis moi, j'aurais une question, en fait, par rapport à ça. Si on revient par rapport aux commentaires que tu disais, que les jeunes disent, bien, si mes parents pourraient passer moins de temps sur leur téléphone, est-ce qu'il y a un phénomène un peu pensez-vous qu'il y a un phénomène de déculpabilisation que les parents font en disant, bien, moi, je passe beaucoup de temps, mais je ne voudrais pas que mes enfants en passent trop, et donc on met beaucoup d'emphase là-dessus, dans la vie de tous les jours, en disant, oui, mais lâche ton téléphone, fais d'autres choses, va jouer dehors. Est-ce ça se peut-tu qu'il y ait ça un peu aussi? Bien, je ne peux pas prêter d'intention aux parents parce que vraiment, moi, je parle avec les enfants, les ados, mais j'ai quand même 2 choses à dire là-dessus. Premièrement, la différence entre les enfants et les adolescents. Okay? Parce que les enfants, ils vont nous nommer « on veut l'attention de nos parents, on veut qu'ils décrochent de leur téléphone ». J'ai même assisté à un moment donné dans une classe, c'était super touchant, là, je suis sortie tellement émue, où un jeune m'a demandé « Madame, c'est quoi vos trucs pour que mes parents lâchent les écrans? » Puis j'ai renvoyé à la classe. Et le nombre de mains levées où les enfants de 10, 11 ans disaient « Bien, moi, j'arrive à mon parent avec une activité concrète. » Je lui dis, nous allons dans la rue jouer au hockey.
Là, les autres enfants, « Ah oui, c'est bon, ça, c'est bon, OK. » Puis là, un autre enfant disait, « Ben moi, j'amène de la bouffe. Donc, si j'arrive avec un bol de bouffe, il faut utiliser ses mains. » Il lâche son écran. Donc, les enfants se partageaient des trucs comme ça parce qu'ils voulaient l'attention. Maintenant, chez les adolescents, on ne va pas entendre « Je veux absolument l'attention de mon parent. » On va entendre « Il l'utilise au souper, je l'utilise au souper. » Donc, on voit l'incohérence, ou en tout cas, c'est correct qu'un parent ait une utilisation numérique différente d'un jeune de 14 ans, mais en tout cas, elle n'est pas bien comprise par les ados qui voient qu'il y a comme, peut-être pas l'hypocrisie, c'est peut-être fort, là, mais vous voyez qu'il y a une incongruité entre les deux. Mais en fait, ça nous parle du défi de l'autocontrôle. C'est pas juste les adolescents qui doivent apprendre à mettre des distances, à mettre des limites. En fait, et on peut tous se poser en tant que, je vous dirais, adultes, parents, est-ce qu'il y a des moments où est-ce que je ne l'utilise pas? Et puis c'est très difficile parce qu'en fait, ils viennent toujours, on a plein de notifications, on a l'impression qu'on veut répondre au travail, on a plein d'exigences, et donc on se met peu de balises nous-mêmes dans notre propre utilisation, et je pense que ça amène certains comme un modeling qui n'est pas tout à fait optimal pour nos ados et pour nos jeunes. Ah, puis très encourageant pour les parents ici. Les enfants nous disent qu'ils accueillent bien les règles à la maison. Donc, ils disent, oui, je perds patience quand, là, j'ai fini mon heure de jeux vidéo, mais j'apprécie ça parce que mon parent m'aide à trouver une activité alternative après. Parce que c'est ça, puis moi, je le vis. Je veux dire, je parle des enfants comme si j'avais pas de réseaux sociaux. Mais quand j'ai fini ma journée de travail puis je suis sur mon cell, ça me prend un effort, me lever, aller faire à souper. Fait que cet autocontrôle, cet esprit de transition, on n'est pas inconnu à ça non plus comme adulte. Là. Exactement. Puis pour pouvoir mieux se mettre des barèmes, pouvez-vous faire le tour, Mme Parent, avec nous, de c'est quoi les principaux enjeux vraiment du numérique? Parce qu'on a une idée, puis on parlait tantôt même de la culpabilité qui vient nous chercher, mais selon vous, là, les principaux points à regarder? Bien, les principaux points à regarder, c'est sûr que c'est plus dans une utilisation qui ne serait pas équilibrée. Donc, quand les jeunes ils parlent des réseaux sociaux, il y a d'abord tout ce qui est sociabilité. Donc, parler avec les amis, ça, il y a moins de problèmes là-dedans. C'est sûr qu'il y a tous les enjeux de est-ce que je parle avec un étranger qui pourrait être potentiellement menaçant. Ça, c'est important de se pencher là-dessus, d'exiger que les réseaux sociaux en fassent peut-être plus pour la confidentialité des comptes appartenant à des personnes mineures. Mais les jeunes, en général, ils ont quand même une connaissance de c'est quoi un adulte louche, au même titre que nous, quand on allait au parc tout seul, quand on était jeunes, nos parents disaient « Si quelqu'un te demande de chercher son petit chien, tu dis non. » Donc là, il y a comme un équivalent sur les réseaux sociaux de ça. Fait que ça, c'est un enjeu, mais les jeunes sont éduqués quand même là-dessus. Au niveau de publier, ils ne publient pas beaucoup, les jeunes. Souvent, j'entends il y a plein de selfies partout. Non, c'est pas vrai. Les adolescents qui disent publier souvent, ça va être 3-4 fois par année, un événement marquant sur leur grille Instagram. L'enjeu, c'est vraiment, puis Nathalie l'a nommé, c'est ils vont nommer, je trouve ça difficile de faire pause, je trouve ça difficile d'aller faire d'autres activités, je trouve ça difficile de regarder TikTok, là, une demi-heure, super, tous les bienfaits que j'ai nommés tantôt, là, je les ai collectés, youpi! Mais rendu à 3 heures, c'est trop. Rendu à 4 heures, je me sens mal à propos de moi-même. Donc là, en termes de solutions, bien, de proposer d'autres activités que le jeune peut faire, s'il y a des activités abordables dans son milieu, s'il y a des parcs autour de chez eux, si dans sa famille, on l'invite à jouer à un jeu, à faire des activités familiales, tout ça, ça va être des facteurs protecteurs de cet grand enjeu-là qui est de mettre le téléphone de côté. C'est une question d'équilibre, finalement. Avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? M. Laquinte? Bien, je pense que à chaque fois que j'écoute, moi, je vois toujours le penchant comme entrepreneur, comme employeur. Et ce que ça me fait toujours réaliser, c'est à quel point est-ce qu'il faut qu'on prépare nos organisations à accueillir, en fait, les jeunes. Puis, en fait, de toute façon, des jeunes, il y en a qui sont déjà en situation de travail. Il y en a d'autres qui vont arriver un petit peu plus tard après l'université. Et il faut penser, justement, à ces changements-là et à adapter, en fait, nos méthodes, nos processus, nos manières de travailler pour être capable de leur offrir un environnement qui va être digitalisé. Parce qu'il ne faut pas penser que, étant donné qu'on vit dans une société qui est connectée, étant donné que les jeunes sont connectés, on ne peut pas s'attendre à ce que, de 8 heures à 5 heures et se déconnectent et un comportement qui va être complètement différent. Donc, faut absolument prendre acte de ce qu'ils sont et de la manière dont ils vivent et adapter nos organisations. On parle beaucoup de rareté, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Bien, si on veut créer des environnements qui vont être agréables pour les jeunes, il faut qu'on fasse notre propre examen de conscience par rapport à ça. Bien, c'est intéressant parce qu'il y a aussi tout un lien avec l'intergénérationnel aussi là-dedans, puis d'avoir un mentorat de tous les côtés, du côté de l'expérience, mais aussi du côté de tout ce qui est technologique. Exactement.
Mais en fait, je pense également qu'il faut penser à des solutions de la société. Tu sais, on parle des entreprises, donc quelles sont les attentes de l'entreprise? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a une politique pour dire, oui, vous ne répondez pas à vos courriels après 18 heures ou vous ne le faites pas de la fin de semaine? Donc, et que ce soit clair, parce que quand on est dans le non-dit ou des fois, il y a des cultures d'entreprise où est-ce qu'il y a plus d'exigences, donc c'est la même chose avec le milieu scolaire. Est-ce que les enseignants répondent à leur Teams à 20 heures ou 21 heures? Est-ce qu'on répond? Donc, on a comme des normes en société de dire, hey, c'est normal de ne pas répondre à ses courriels ou de ne pas répondre à son Teams, mais que ce soit nommé. Et donc, il ne faut pas penser que seulement l'individu ou sa famille doivent porter ce contrôle-là, cet équilibre-là, mais il faut le faire aussi en tant que société, puis d'avoir différents mécanismes à la fois à l'école, dans les milieux du travail, et je vous dirais même avec l'industrie. Bien, en fait, ça m'amène à vous poser la question sur les interactions sociales en ligne des Québécois de manière générale. Là, on parlait de manière professionnelle, mais avez-vous des commentaires sur comment on gère, nous, les adultes, les Québécois ici dans la salle, nos médias sociaux, nos interactions numériques? Bien, en fait, je vous dirais qu'il y a des données très intéressantes qui est fait par la ATN et tout ce qu'on voit toujours à chaque année, même s'il y a presque un effet de plafond qui arrive, une augmentation. Donc, à chaque année, à la fois du temps d'écran, à la fois de certaines utilisations. Mais je pense que ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que là, on parle de réseaux sociaux un peu, puis là, tout le monde a peut-être pensé à Instagram, TikTok, anciennement Facebook, là, donc pour les plus âgés. Mais il faut penser même plus large, hein, parce que maintenant, presque toutes les applications ont un aspect de réseau, de médias sociaux. On pense aux jeux vidéo. Hein. Quand on va jouer aux jeux vidéo, on va également être dans le social parce qu'on va chatter, on va avoir des conversations. Donc, il ne faut pas penser juste une application ou deux applications, mais il faut vraiment voir ça comme étant plus large que ce qu'on fait. Et en tant que chercheur, moi, je voudrais peut-être juste se rappeler que quand on prend une photo, parce que c'est ce qu'on fait en recherche, on prend une photo d'un moment, là, on est présentement dans la croissance. Hein. Les médias sociaux ont toujours existé à l'extérieur, mais pensez que votre iPhone n'a même pas 15 ans, la tablette, c'est 2010, donc c'est 13 ans, ce qui veut dire qu'on est encore dans un phénomène d'habituation, un peu comme un nouveau jouet. Moi, j'ai très hâte de voir, parce qu'on l'a vu, par exemple, à Amsterdam avec le cannabis, quand on introduit une substance, il y a donc un effet de nouveauté, de plaisir et de tout ça. Puis ensuite, il y a une diminution de l'utilisation. On l'a vu avec le poker aussi. Et je vais être très curieuse de voir, dans les prochaines années, de voir comment cette utilisation-là va peut-être se réguler, va peut-être se stabiliser ou va diminuer. Mais pour ça, il va falloir qu'on monitore nos interventions. Donc là, s'il y a des actions qui sont prises, en tant qu'à la fois adulte ou qu'on puisse documenter un peu plus à long terme pour voir quels sont les effets des actions qu'on va poser. Bien oui, dans un marché qui sera éventuellement mature. Exactement. Je pense que c'est là qui va être un grand défi, parce que quand on parle de maturité du marché, les entreprises numériques, donc quand on parle des GAFA, là, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, bien, ces entreprises-là ont évidemment un intérêt financier à faire en sorte qu'on reste toujours connecté. Et les moyens qu'ils ont pour faire de la recherche et s'assurer, en fait, qu'on reste dans cet environnement-là numérique sont énormes. Donc, la maturité du marché en termes de technologie, je ne pense pas qu'on va y arriver, en fait. Puis c'est là un peu cette question-là de rattrapage, parce que les technologies, puis on le voit maintenant avec, je suis tout à fait d'accord, le volet social, il est partout, évidemment, avec ChatGPT qui est arrivé avec l'intelligence artificielle générative, bien, ça nous amène un autre élément de complexité. Il va y avoir le métavers qui va s'en venir bientôt, donc tous les environnements virtuels dans lesquels on va vivre. Donc, ça va être difficile d'arriver à un volet de maturité, ou qu'on va dire de stabilité, je crois. Je comprends. Puis, Madame Parent, je pense aussi que vous avez fait des recherches sur les interactions en ligne. Oui, mais ce qui vient d'être nommé, je veux dire, oui. Parlons des plateformes, parce que, tu sais, on parle beaucoup des interactions en ligne, de ce que nous, on peut faire, puis c'est normal, parce que c'est ça qui nous donne de l'empuissancement, là, pour bien dire en français, empowerment. Donc, c'est ça qui nous fait sentir avoir du contrôle sur notre utilisation, dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire avec les parents, mais on oublie qu'il y a des gens aussi derrière les plateformes. On oublie les outils à la base. Et puis, pour avoir justement des interactions saines en ligne, pour rendre ces environnements-là plus sécuritaires pour les enfants, pour les adolescents, il y a des géniales initiatives dans d'autres pays qui vont, eux, aller à la source. Dire, oui, on continue d'éduquer les parents, les enfants, mais
à la base, on veut prévenir cet outil-là. Donc, je pense notamment au Royaume-Uni, qui ont un équivalent du CRTC, disons, au Canada. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont un Online Safety Act qui va avoir mis des balises pour gérer le design des plateformes pour qu'ils soient plus sécuritaires pour les enfants, pour les ados et éventuellement les adultes aussi. Donc, dans les conversations, par exemple, ou dans les interactions, on va dire que dès que tu es un mineur, ce qui n'est pas le cas ici au Québec, dès que tu es un mineur et que tu te crées un compte sur les réseaux sociaux, que tu ailles 16 ans, par exemple, bien, directement, tu as des paramètres de confidentialité qui fait que des gens qui sont étrangers ne peuvent pas rentrer en contact avec toi, puis un paquet aussi d'aspects sécuritaires comme ça. Donc ça crée des interactions sociales avec des bienfaits, puis en fait, c'est qu'on change la responsabilité un petit peu de côté. Là. Absolument. Puis les géants de la technologie suivent le pas quand il y a des initiatives comme ça ailleurs dans le monde? En fait, moi, j'ai vu une entrevue avec Elon Musk qui parlait justement, est-ce qu'on devrait réguler X, anciennement Twitter, puis il disait qu'avec Tesla, il s'est conformé à l'ensemble des régulations partout dans le monde. Hein, et il disait, jamais de moi-même, je m'auto-régulerai, jamais je ne mettrai de balises, mais si les gouvernements m'en mettent, je vais les suivre. Et donc là, je me disais, OK, quel beau rôle pour le gouvernement d'imposer et un peu à ces géants-là. Mais moi, j'aimerais qu'on regarde, il y a ces grands géants-là, puis c'est pas facile, là, hein, mais j'aimerais aussi qu'on regarde des géants qui sont chez nous, par exemple, ceux qui fournissent Internet. Comment pourrait-il faire partie de cette discussion-là pour faciliter le contrôle des écrans dans la famille? Hein, est-ce qu'ils l'offrent gratuitement? Est-ce qu'il y a des outils qui sont faciles? C'est facile de contrôler aussi la source. On a beaucoup subventionné au Québec l'industrie des jeux vidéo. Oui. Qu'est-ce qu'on a demandé à cette industrie-là? Parce que nous, ce qu'on voit en clinique, c'est vraiment un trouble du jeu vidéo. On a très, très peu, on a 10 qui sont venus avec un trouble des médias sociaux. Donc, la plupart de ceux qui demandent l'aide, c'est en lien avec les jeux vidéo. Qu'avons-nous demandé à l'industrie? Est-ce qu'on a demandé, par exemple, qu'il y ait plus de régulation, qu'il y ait, par exemple, un bouton s'ils ont besoin d'aide pour s'autocontrôler? Qu'avons-nous demandé? Eh bien, je pense qu'il y a une discussion avec l'industrie et ça, seul le gouvernement peut l'amener. Et pourquoi les jeux vidéo sont plus addictifs, justement, que même le relationnel dans le cadre d'un média social? En fait, c'est très genré. Les garçons vont beaucoup, dans nos études, là, il y a beaucoup les garçons vont, oui, faire un peu de médias sociaux, mais ils vont beaucoup plus être sur des plateformes de jeux. Là, on avait plus de 70 et ceux qui vont demander de l'aide, pour l'instant, ce sont plus les garçons dans nos échantillons. Donc, c'est un peu comme genré. Et les garçons, parce qu'ils sont peut-être plus sensibles au renforcement rapide qu'on va avoir dans les jeux vidéo, à l'action, à toutes sortes aussi. On va avoir donc d'autres motivations que l'aspect social, la compétition, le plaisir, la découverte. Donc, le jeu vidéo va permettre des fois de répondre à un plus grand éventail de besoins que peut-être des fois les médias sociaux ils vont moins trouver. Et en plus, quand on va avoir des gens avec un peu de difficulté dans la sociabilité, le média social va être plus complexe, alors que le jeu vidéo va permettre une sociabilité, mais d'une façon peut-être plus contrôlée, avec une distance, et donc en se sentant un peu protégé. Oui, une identité finalement qui est tout autre. Puis, Monsieur Laquin, tout à l'heure, on parlait vraiment de l'impact de la technologie sur les entreprises, mais sur nos vies aussi comme Québécois. Moi, je voulais savoir si vous pouvez nous expliquer le mouvement numérique citoyen dans le monde versus ce qui se passe ici au Québec, parce que je pense qu'on est vraiment touchés. Oui, bien, en fait, il y a un concept qu'on est en train ou un mouvement, effectivement, qui est en train de se développer, qui est celui du développeur citoyen. Donc, le développeur citoyen, c'est un peu c'est l'équivalent du bricoleur ou de la bricoleur du dimanche. Donc, la personne qui décidait de refaire sa salle de bain là, un dimanche matin, qui allait chez Rona, puis qui disait, bon, OK, je vais parler à 2-3 personnes, puis je vais finir par y arriver. Maintenant, avec la démocratisation des technologies, c'est possible pour tout le monde ici, est capable de développer des applications. Avec, évidemment, l'intelligence artificielle qui est capable de générer du code. Donc, ce que ça va faire, ce qui va arriver, on a eu un exemple très concret il y a quelques mois, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand il y a un étudiant de l'université McGill qui avait développé une application pour être capable de payer sa carte puce directement de chez lui. Bien, il l'avait développé. Bon, évidemment, vous allez dire, c'est un étudiant en informatique, c'est quand même un petit peu complexe, mais moi, j'ai vu des gens, des collègues, OK, qui n'étaient pas programmeurs et qui ont réussi
réussi à développer des applications de reconnaissance visuelle en utilisant justement les réseaux sociaux. Donc, pas les réseaux sociaux, mais en utilisant l'intelligence artificielle générative. Donc, ce mouvement-là ou ce phénomène-là de développement citoyen va faire en sorte que ça va emmener, encore une fois, une accélération des innovations et qui fait en sorte que les innovations vont arriver d'un peu partout dans nos organisations, mais dans la société. Puis je pense que ça va mettre aussi justement beaucoup de pression sur l'ensemble, même du gouvernement, parce que justement, il y a des gens qui vont arriver avec des solutions à des problématiques, évidemment, qui ne seront pas complètement sécuritaires, mais qui vont venir frapper l'imaginaire des gens et remettre ensuite de ça la pression sur les institutions. Vous avez dit l'intelligence artificielle générative. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi? Oui. L'intelligence artificielle générative, c'est... puis là, je sais que vous avez Joshua Benjo cet après-midi, donc là, je vais faire attention à ce que je vais dire quand même. Là. Mais il y a différents types d'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle le deep learning, il y a l'intelligence artificielle qu'on va appeler le machine learning. Donc, c'est de faire en sorte qu'on va apprendre, on va donner un jeu de données à des ordinateurs et ils vont apprendre à travers ces différents jeux de données-là. L'intelligence artificielle générative, c'est d'être capable de prendre un très, 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 très grand nombre, une grande quantité d'informations qui est non structurée et de faire en sorte qu'elle va se construire des réponses aux questions qu'on va lui donner. Et c'est il y a deux grosses différences, si on veut, avec les anciennes intelligences artificielles, c'est que quand on parlait de l'intelligence artificielle, si on veut, pré-ChatGPT, c'est que ça prenait toujours un jeu de données qui était structuré. Donc, c'était très complexe, en fait, à mettre en place dans les organisations et impossible pour vous et moi, tout le monde, de l'utiliser. L'intelligence artificielle générative, ça prend de l'information qui est déstructurée et ça fait en sorte qu'on est capable d'interagir. Donc, c'est des langages, des large language models, donc des langages... naturel, on est capable d'interagir sans utiliser de code informatique. Puis tantôt, ce que vous disiez, c'était vraiment, on veut rénover notre salle de bain, puis là, on a accès à des tutoriels en ligne. Ouais. Mais n'importe qui ici serait capable éventuellement, avec le bon programme, la bonne application, de développer un produit qui pourrait montrer comment on rénove la salle de bain. Comme ça, vous et moi, autant n'importe qui peut monter l'application, pourrait également rénover sa salle de bain en ayant un assistant virtuel. Tout le monde ici n'a pas besoin d'application. On va sur le site de ChatGPT, OpenAI, puis on est capable de développer un système, on est capable de développer un programme informatique. Tout le monde. C'est quelque chose quand même, mais ça va avoir un énorme impact sur le développement futur des métiers manuels également. Bien, c'est sûr qu'il va y avoir c'est sûr que l'automatisation, en fait, va avoir un impact sur le développement des métiers manuels. Mais ce qu'il faut, je pense, surtout, puis je reviens au monde numérique dans lequel les jeunes vivent, c'est que les gens, quand ils arrivent en entreprise, ils et elles ont cette attente-là. Ils ont des attentes qui sont différentes que celles qu'il y avait avant. Donc, le développement des métiers manuels, on ne peut pas penser que... il faut penser en mode d'automatisation, il faut penser en mode de numération et d'informatisation pour être capable d'intéresser les gens. C'est vraiment une attente que les gens ont versus ce qu'il y avait il y a juste même 5 ans. Donc, le monde a vraiment changé. Oui. En fait, moi, c'est toujours fascinant, puis on est toujours fasciné de toutes ces nouvelles technologies-là. Et moi, je travaille beaucoup avec les intervenants, puis les intervenants ont toujours l'impression d'être 150 ans derrière les personnes avec qui ils vont travailler, c'est surtout des jeunes. Et les parents, on a toujours l'impression d'être à peu près 150 ans derrière nos jeunes. Et en fait, je me dis, la technologie va tellement vite qu'un très petit pourcentage comprend exactement ce qui se passe. Mais nous, tout ce qu'il faut, c'est pas tant se sentir compétent que comme être curieux. Et c'est la curiosité. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée les liens avec nos jeunes. C'est-à-dire que de toute façon, moi, je travaille avec les jeunes avec des jeux vidéo. Puis chaque fois que j'ai un nouveau patient, c'est un nouveau jeu. Un jeu que j'ai jamais entendu parler. C'est jamais Fortnite, là, c'est jamais Overwatch. C'est toujours un jeu
quelconque, tu sais, qu'il y a 12-20 personnes qui jouent, puis il faut vraiment être comme un super gamer. Fait qu'en fait, et quand on commence à s'intéresser à ce qu'ils font, c'est là qu'on va créer alliance. Et c'est pour ça que je me dis, même si nous, on se sent incompétents, tu sais, devant l'intelligence artificielle, si on veut avoir ce canal de communication-là avec les jeunes, il faut s'intéresser. Il faut poser des questions, puis il faut être confortable avec le fait qu'on va toujours être un peu en arrière, mais qu'eux aussi ont l'air plus avancés, mais qui en savent peut-être pas tant que ça. Puis ensemble, on va construire. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est là, on vient, waouh, c'est super. Puis là, on se dit, mon Dieu, vais-je être capable? Donnons-nous juste le temps de s'y intéresser, puis d'apprendre, puis d'écouter. Puis peut-être que ça va nous créer le lien pour pouvoir aborder et donc parler aussi du contrôle. Parfait. Maintenant, en terminant, je pense que ce serait essentiel que vous ayez chacun la chance de nous faire une conclusion. Je vais commencer avec Mme Parent. Bien, écoute, je vais faire un lien, ma conclusion. Je vais aussi faire un lien avec ce que tu viens de dire de comment être curieux envers les jeunes. Nous, c'est ce qu'on fait. On fait la job d'aller dans les classes, aller les écouter, être curieux, voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Puis justement, pour un lien avec l'intelligence artificielle, on entend parler beaucoup des données. Et les jeunes, ils sont soucieux de leur vie privée. Et quand je dis les jeunes, là, je parle autant des jeunes de 10 ans que des jeunes de 16-17 ans qui nous disent « Quand Snapchat me demande comment ça va par un robot conversationnel, c'est, permettez-moi l'expression, creepy. » Donc, j'aime pas ça qu'on me parle comme ça, comment ça se fait. Est-ce que mon téléphone m'écoute? Et puis, si moi, Emmanuel, je suis capable de venir dans leur classe puis leur dire « Bien-être numérique, prends des bonnes habitudes, abonne-toi à des comptes inspirants, limite les notifications. » Quand il est question de vie privée, c'est soit tu acceptes les mesures de consentement et tu es sur la plateforme et tu jouis de tous ces bénéfices, ou tu n'acceptes pas et à ce moment-là, ta vie privée va être protégée. Donc moi, je rêve d'un monde où les jeunes Québécois, on leur dit, tu peux utiliser le numérique sans avoir peur qu'on sache tout de ta vie personnelle. Donc, ça serait ma conclusion. Oui, il faut les écouter, puis il faut faire confiance à l'intelligence des jeunes. Ils sont capables de prendre des bonnes habitudes. Oui, bien merci. Oui. Moi, je vais terminer simplement en disant que pour ceux et celles qui pensent que leur enfant ou leur jeune ou leur adolescent, ou vous-même, si vous pensez que vous êtes en difficulté, au Québec, on a la chance d'avoir des soins gratuits, d'avoir de la détection, d'avoir des outils qu'on a développés, et donc on peut demander de l'aide. Et ça, on est dans un des seuls endroits au monde à avoir des soins, à avoir donc de la détection qui est encore en train d'être développée, mais ça veut dire que si vous avez dans votre entourage des gens, vous pouvez les référer à la ligne « Je aide des références » et ils vont pouvoir avoir, au moins d'avoir une évaluation pour voir est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin. Et donc, de ne pas se sentir seul et de ne pas être gêné d'aller demander de l'aide, je pense que c'est important, il faut utiliser notre réseau. Absolument. Moi, je finirais peut-être juste en disant deux choses rapidement. C'est que, premièrement, je pense par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux jeunes, il faut faire preuve, effectivement, de curiosité. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Faut se dire, on se dit, il n'y a pas de questions niaiseuses. Donc, posons des questions. Ça crée un lien. Et les jeunes sont souvent très, très intéressés à nous expliquer qu'est-ce qu'ils font puis dans les environnements dans lesquels ils vivent. Et je reviens sur le rôle, évidemment, des institutions. Par rapport à l'autorégulation des grands groupes n'existera pas. Donc, il va falloir que les gouvernements ici, locaux et dans le monde se concertent pour être capables de mettre des balises. Absolument. Donc, en résumé, la clé de tout ça reste la communication personne à personne, mais aussi dans les entreprises, au sein du gouvernement, dans nos familles. C'est vraiment une belle richesse pour rester proches les uns des autres. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce panel-là. C'était des plus intéressants. Puis, d'ailleurs, votre contribution à la réflexion générale est vraiment primordiale au Québec pour nos jeunes, mais je pense pour l'ensemble des gens qui sont même assis ici, puis de la population du Québec. Donc, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Très intéressant.